Retour en direct sur le plateau de la quotidienne de Crimes et Faits divers. On est avec Laura Lebar qui est psychanalyste. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints sur ce plateau. Alors on sait assez peu de choses au fond de l'histoire de Zora. On sait que cette femme est d'origine marocaine, elle est veuve, elle est mère de 4 enfants, 2 sont nés au Maroc, 2 sont nés en France. Elle s'est remariée avec un homme de 40 ans, son aîné. Elle est connue de ses voisins qui la décrivent comme quelqu'un sans problème. J'ai presque envie de dire, et là c'est toujours le cas quand on interroge les voisins. On sait qu'elle consomme très fréquemment du Temesta, des anxiolytiques, mais là ce qu'elle va commettre comme crime à 2 reprises en plus, c'est quelque chose de terrible parce qu'elle va démembrer de façon très méthodique les personnes. Oui. Qu'est-ce qui peut se passer dans sa tête ? Alors, il y a quelque chose, je pense, derrière tout ça, sur la symbolique du père qu'on va retrouver. On va le retrouver avec l'homme qu'elle épouse, qui est de 40 ans, son aîné. Et il y a quelque part le fait d'enlever les membres, c'est on enlève l'action, on démembre, on empêche le geste. Et le fait que la tête soit à part, je pense qu'il y a aussi une volonté de couper la réflexion. Donc il y a les deux côtés là-dedans, et puis c'est complètement prémédité. Enfin, tout est calculé, tout est organisé, et on sent que cette femme se sent agressée de toute façon par le regard masculin dans toute la suite. Ça veut dire qu'elle aura un problème dans ses rapports avec les hommes, pour vous ? Alors, je soulève juste la question, parce que finalement, on sait très peu de choses de son enfance, mais soulève la question d'un problème avec le père, complètement. Je vous dis, un homme de 40 ans, son aîné, elle sert un plat de lentilles. Le plat de lentilles, dans l'histoire biblique, c'est pour plaire au père, c'est Esav et Yaakov, il va récupérer le droit d'aînesse, donc quelque chose de très familial derrière. Donc, ça aurait peut-être été intéressant, et c'est dommage qu'on n'ait pas creusé dans le passé de cette femme, parce que je pense qu'il y a clairement un problème avec le père. Et le fait de jeter ces hommes qu'elle a découpés, de les jeter dans une poubelle, c'est assez symbolique. C'est très symbolique, justement, d'empêcher l'action de l'homme. On va enlever les bras, on va enlever les jambes, on va enlever la tête. Donc la tête, c'est la pensée. Le corps, le fait de démembrer, c'est d'empêcher l'action. Donc elle va empêcher un acte. Et je pense qu'elle doit certainement, après c'est une supposition, peut-être qu'elle a subi des choses et qu'elle veut empêcher l'acte de l'homme. D'où le fait de démembrer pour empêcher des gestes qui pourraient l'agresser. Exactement. En fait. Il y a quelque chose également qui se passe dans sa tête, c'est que visiblement elle mélange les époques. Alors j'ai lu, alors je vais le relire parce que je trouve que c'est quand même intéressant de voir. Elle explique que Robert c'était en fait Hitler, que Boudjema c'était César et que Ségolène Royal est sa belle-mère. Voilà. Oui. Alors enfin on est dans un délire total avec des personnages historiques, des personnages de l'actualité qu'elle s'approprie en fait. Et elle a le sentiment de vivre au milieu de ces personnages ce mélange d'histoires, quoi. Alors, je crois que l'expertise psychiatrique est arrivée à la conclusion qu'elle souffrait de paraphrenie. Alors, on ne sait pas ce que c'est, ça. Alors, c'est un trouble qui va être entre la schizophrénie et la paranoïa. Alors, d'après Freud, et après vous interviendrez sur d'autres pans, mais alors voilà, Freud explique ça comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans la construction psychique, et ça arrive en plus généralement après un abus sexuel, c'est pour ça que je soulève aussi la question, chez la femme, ça va être la réalité est finalement tellement compliquée qu'on va construire une autre réalité, pour pouvoir vivre. Elle se construit psychiquement autour de ça. Mais c'est quoi ? C'est une réalité idéale qu'on se construit ? Parce que là, se retrouver avec César et Hitler, c'est pas vraiment la réalité idéale, quoi. Ben, c'est pas une réalité, c'est une réalité autour de son moi idéal. Hitler est l'agresseur. Ouais. Quelque part. Donc elle va projeter tout ce qu'elle ressent, elle va projeter toutes ses peurs autour d'une image qui lui paraît à elle réelle et de surmonter cette réalité. Elle peut peut-être pas imaginer que l'autre est un agresseur. Par contre, si c'est Hitler, quelque part, il y a une raison de faire ces choses-là. C'est-à-dire qu'elle justifie ses actes en se créant ce monde parallèle ? Elle vit dans ce monde parallèle. Sinon, elle y vit vraiment ? Elle y vit vraiment, sinon elle ne pourrait pas vivre. C'est-à-dire qu'elle pense que c'est la réalité ? Oui, c'est l'explication freudienne. Après, je pense qu'il y en a d'autres également. Bien sûr, mais l'explication freudienne, c'est de se dire, elle pense vraiment que c'est la réalité ? Oui. D'accord. Complètement. Donc elle pense que l'un c'est Hitler, l'autre c'est César, et que Ségolène Royal, c'est je sais plus quoi, sa cousine ou je sais pas quoi, c'est sa belle-mère. Voilà. Votre regard là-dessus, Inès Gauthier ? Oui, alors moi je corrobore complètement vos propos. Effectivement, ce que je trouve intéressant, c'est que on dit que le délire sert à remplacer une réalité qui est insupportable. Donc c'est une manière un peu d'apprivoiser son histoire en y mettant quelque chose qui va y ressembler, mais qu'on va un peu mieux contrôler. Donc est-ce qu'effectivement on peut faire l'hypothèse ? Moi aussi je me dis, comme elle dit, il me sollicitait sexuellement, etc., ce qui justifie que je me défende. Est-ce qu'elle a en effet vécu des abus sexuels, par exemple c'est vraiment le premier réflexe qui est venu de vous deux. En fait, c'est d'imaginer qu'elle a subi
quelque chose. J'ai eu la même idée, effectivement, plutôt de l'ordre du sexuel, avec peut-être un homme adulte quand elle était enfant, ce qui expliquerait effectivement qu'elle épouse peut-être quelqu'un de 40 ans, son aîné, et que du coup, elle est l'image d'Hitler, effectivement, un oppresseur, mais très puissant, un homme très puissant à l'époque. Jules César aussi, alors est-ce qu'elle le voit comme positif? J'en sais rien. Ou négatif aussi, c'est-à-dire deux oppresseurs. En même temps, c'est sa victime qu'elle qualifie de César, donc elle doit le voir en négatif, a priori, si on suit la logique. Des personnes toutes puissantes qui abusent de leur pouvoir, qui conquièrent des territoires. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là qui esclavagise des personnes, enfin, qui les soumettent à leur autorité. Et puis, Ségolène Royal, peut-être la figure de la mère, dans un truc un peu grandiose. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi que, effectivement, vous avez dit, elle mélange les époques. Oui. Et quand on a vécu un abus sexuel de la part d'un adulte pédophile ou un inceste, c'est la négation du temps et des générations. C'est un enfant qui est pris comme partenaire sexuel de l'adulte. Donc peut-être que sa notion du temps est totalement abrasée aussi. Et que c'est pour ça que les époques se collusionnent et qu'elle a recréé des parents tout-puissants dans ses délires. Mais Laura Lebar, quand même, excusez-moi, mais quelqu'un qui pense que l'autre c'est Hitler, l'autre c'est César, ça se remarque pas dans la vie quotidienne ? Parce que, comme je le disais tout à l'heure, je le disais avec un petit sourire en disant, c'est vrai, quand on interroge les gens, tout le monde dit, ah bah oui, mais il était tellement normal et il avait l'air tellement gentil. C'est ce qu'on entend toujours. Mais là, quelqu'un qui a ce point-là décalé, qui mélange les époques, qui voit des personnalités de l'histoire dans les autres, ça se remarque pas ? Alors, si vous me répondez que ça ne se remarque pas, ça va faire peur. C'est ce qu'il y a de plus terrible, c'est que de toute façon, toutes ces personnes-là, et on le voit régulièrement dans l'émission, hein, c'est des personnes qui arrivent très bien à le cacher finalement. C'est souvent cyclotimique. C'est-à-dire qu'ils vont alterner des phases où ils vont le camoufler, des phases où ils vont être happés par quelque chose de plus fort, d'où la prise de Temesta, d'anxiolytiques, qui vont leur aider à masquer cet état-là. C'est des personnes qu'on approche généralement, qui ne se laissent pas approcher de trop près, qui vont avoir des rapports sociaux où ils vont couper au niveau de la temporalité, pour ne pas se laisser voir réellement tels qu'ils sont. Oui, mais si ces personnes essaient de le cacher, ça veut dire qu'elles savent que c'est pas la vérité, que c'est pas normal, que c'est pas bien. Autrement, elles le cacheraient pas. C'est pas qu'elles essayent de le cacher. C'est comme en chacun de nous, on a une partie plus solaire, une partie plus lunaire. On est tous un peu pareils. Et on montre ce qu'on a envie de montrer. Et certaines parties qui restent très intimes, on les garde pour notre jardin secret. Je pense que c'est plus cette notion-là qu'il faut prendre. Plus de garder ça comme un jardin secret. Et puis la paraphrénie aussi, c'est souvent un délire paranoïaque. Enfin, c'est-à-dire que c'est beaucoup autour de « on veut me nuire, mes voisins veulent m'empoisonner, on me veut du mal » ou là « on veut m'agresser sexuellement ». Donc peut-être effectivement cette méfiance qu'elle a la pousse à cacher ses soupçons pour mieux se défendre. Parce que si elle révèle au monde « je sais, je me doute que j'ai des problèmes avec un tel, je l'ai identifié », peut-être que là il va l'agresser ouvertement. Alors que voilà, si elle cache, c'est son jardin secret pour mieux se protéger. D'ailleurs quelque chose de cet ordre-là. Alors au tribunal d'Orléans, 3 mois après les aveux de Zora, les 2 dossiers sont joints, les 2 meurtres, et la présumée coupable est accusée à ce moment-là de double meurtre. Cependant, au vu de ces déclarations parfois hallucinantes, la juge d'instruction demande des expertises psychologiques, on vient d'en parler, et la tenue d'un procès même remise en question, car la justice doit au fond déterminer si Zora était ou pas en pleine possession de ses moyens. Pour la justice, il s'agit désormais de savoir si au moment des faits, Zora était en pleine possession de ses moyens. Car si ce n'est pas le cas, elle ne pourra pas être condamnée par un tribunal et rejoindra alors une unité psychiatrique. Pour cela, Madame Lorenzo, psychologue, la rencontre. C'est difficile en fait de savoir ce qui est de l'ordre de la réalité dans ce qu'elle livre. Elle est délirante, hein, mais elle est délirante que par moments. Et donc c'est assez difficile finalement de se dire où elle est. Est-ce que dans ce qu'elle raconte de délire, elle est dans un scène de théâtre et elle manipule et elle est perverse, hein, ou est-ce qu'elle est vraiment malade? Après plusieurs heures de discussion avec Zora, la psychologue, Madame Lorenzo, rend une expertise sans équivoque. Pour moi, elle était envahie, hein, envahie véritablement par une activité aliénante. Par exemple, oui, je trouve qu'il pourrait m'agresser. Hein. Eh bien, ça se transforme, il va m'agresser. Et à partir de là, hein, tout est faussé, tout le raisonnement est faussé. Donc, c'est une vraie malade mentale. Zora est donc déséquilibrée sur le plan psychologique. Mais est-elle pour autant malade ? Elle pourrait simuler ou encore jouer la comédie. Avant de lever tout soupçon, le docteur Bensoussan l'expertise et son diagnostic est implacable. Zora souffre de paraphrénie.
La paraphrénie a pour caractéristique d'être un délire essentiellement imaginatif. C'est une psychose, bien sûr, ce sont des intuitions, des interprétations, de l'imagination ou encore des hallucinations visuelles, auditives. Tout ça, ce sont les mécanismes d'un délire. La maladie dont souffre Zora se traduit de manière très étrange. Elle mélange les époques et crée son propre monde avec sa propre réalité. Et le 25 mai 2011, Zora est hospitalisée en psychiatrie et 4 ans après les faits, la chambre d'instruction de la Cour d'appel de Versailles rend sa décision. Au moment des faits, le discernement de Zora était bien aboli. Laura Lebar, ça veut dire qu'en fait, on s'est aperçu qu'elle était folle. Ben oui, puis comme il le dit, c'est incurable surtout. C'est-à-dire que... Ah, c'est incurable. Bah oui, c'est compliqué là. ça me semble très compromis. Oui, la paraphrénie, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est complètement incurable. Bah c'est encore, Voilà. alors aujourd'hui c'est encore une psychose, et la psychose malheureusement c'est pas vraiment curable. Il faudrait vraiment une prise en charge avec un psy H24 aux côtés de la personne toute sa vie. Mais donc ça veut dire qu'on peut jamais la relâcher? Non, malheureusement, enfin c'est-à-dire qu'elle doit rester pour moi en traitement psychiatrique évidemment jusqu'à la fin de ses jours, Ah oui. Soit en établissement parce qu'elle est trop dangereuse, sinon en liberté parce qu'elle prend pas son traitement peut-être, etc. Mais en tout cas il faut qu'elle ait un traitement. Donc si on n'est pas sûr qu'elle le prenne en temps normal, bah oui, il faut la garder en hospitalisation. Et puis il y a même des unités pour malades difficiles, UMD, qui ont commis des meurtres, etc. Où vraiment, bah là, on les garde là-bas, quoi. Maître Laure-Alice Bouvier, on se retrouve finalement dans un cas qu'on a souvent dans cette émission, c'est que dans ces cas-là, les gens ne sont pas jugés. Oui, Il n'y a pas de jugement, il y a une frustration finalement pour les familles des victimes. tout à fait. Alors là, on est au stade au-dessus. On parlait de l'altération du discernement tout à l'heure. Là, on est à l'abolition. Ça veut dire qu'il n'y a effectivement pas de jugement. Ce qui ne veut pas pour autant dire, on vient de le dire, que les personnes repartent chez elles. Elles vont être internées en hôpital psychiatrique et leur état va être réévalué. Et parfois, elles vont y être internées toute leur vie. Donc, Oui, parfois, elles sont libérées aussi. C'est là où c'est gênant. Parfois, elles sont libérées. Et le deuxième problème, vous l'avez très bien dit, c'est pour les familles parce qu'il n'y a aucune explication, il n'y a aucun jugement. Il faudrait une réforme. Là-dessus, ce serait nécessaire. Mais qu'il y ait au moins un jugement, même s'il n'y a pas de prison derrière, au moins que la personne soit reconnue coupable de ce qu'elle a fait et que les victimes soient reconnues comme des victimes. Exactement. Merci Laura Lebar. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, psychanalyste. On va faire une pause et puis on se retrouve dans un instant en direct sur Énergie 12 pour votre droit de suite. À tout de suite sur Énergie 12.